Bonjour et bienvenue dans nos chroniques philosophiques pour parler aujourd'hui de Socrate. Socrate votait-il? Il faut revenir sur son refus, sur le refus de voter, ce refus qu'exprimait Socrate de se rendre sur le Pnyx pour débattre des lois et voter les lois. Alors ce refus n'a évidemment rien à voir avec de l'indifférence. C'est au contraire un refus hautement motivé, un refus paradoxal puisque Socrate, on le sait par Platon, prétendait être le seul à faire vraiment de la politique, à pratiquer la vraie politique. Et il invitait tous ceux qui voulaient s'y consacrer à s'y préparer par une ascèse philosophique, ascèse qui doit conduire à l'enkrateia, à la maîtrise de soi, maîtrise de ses émotions, colère, avidité, qui compliquent, qui altèrent le jugement ou la lucidité. Donc, un refus qui est tout le contraire d'une indifférence. Manifestement, si Socrate refuse de donner caution à tel ou tel parti, c'est parce qu'il croit, parce qu'il a cru observer chez les amateurs et les professionnels de la politique un manque chronique de maîtrise de soi. Alors, chacun jugera par lui-même, mais sur ce point, je suis obligé de remarquer que pour moi, si je me permets, en passant cette petite confession autobiographique, pour moi, qui fut recueilli par des amis proches de Laurent Fabius et de Georgina Dufoy, à la fin des années 80, du temps du scandale du sang contaminé, je remarque que la vie a mis sur ma route des gens sympathiques au premier abord et généreux en privé, mais qui se sont avérés être en politique des prédateurs ambitieux, des hommes et des femmes avides de réputation, avides de toutes sortes d'avantages, symboliques ou matériels, auxquels peuvent permettre de prétendre les affinités, les amitiés en politique. Alors, est-ce que j'ai fait mauvaise pioche? Est-ce que j'ai, moi, personnellement, fait de mauvaises rencontres? Pas de chance pour moi? Difficile de conclure, et je me garderai en tout cas de généraliser, comme on l'entend si souvent, par un « tous pourris ». Cette généralisation serait sans doute un sophisme, car du fait qu'il n'y ait jamais eu d'homme politique honnête, du fait qu'il n'ait jamais existé à ce jour d'homme politique honnête, on ne peut pas en déduire qu'il n'en existera pas dans le futur. Et en fait, il faut aller plus loin. Car ce fait qu'il n'a jamais existé d'homme politique honnête n'est pas attesté. Ce n'est pas parce que je n'ai jamais rencontré de tels hommes politiques qu'il n'en existe pas ou n'en a pas existé. Gandhi et Mandela, par exemple, et même dans une certaine mesure, De Gaulle, sont bien des exemples, je crois, raisonnables, crédibles, d'une réconciliation possible de la morale et de la politique. Je me réserve donc le droit de voter pour ce type d'individus, par exemple, si je les reconnaissais dans le paysage politique de mon pays. Donc l'abstentionnisme est un droit et il ne peut pas se transformer en un devoir. Je n'aime pas les gens qui veulent m'obliger à voter, pas plus que ceux qui voudraient m'obliger à m'abstenir. Au fond, chacun doit, sur ces questions, se conduire d'après ce qu'il juge être raisonnable et d'après ce qu'il pense avoir véritablement compris. Mais ce qui fait problème avec ces exemples rares que je viens de citer, Gandhi, Mandela, De Gaulle, ce qui fait problème, c'est leur récupération. C'est que certains hommes ou partis les récupèrent, en récupèrent le prestige pour essayer, évidemment, de capitaliser et de faire des voix, pour faire oublier, justement, qu'ils sont rares. Donc on pourrait voter pour de tels exemples, on pourrait voter pour
des hommes exemplaires. Mais on peut aussi raisonnablement refuser de voter pour tous ceux qui s'en servent de masque afin de nous faire oublier la médiocrité du quotidien en politique, afin de nous faire oublier les coups bas et la médiocrité de la réelle politique. Pourquoi devrait-on voter si on considère en conscience que le système même du vote ne consiste qu'à donner in fine une légitimité à des hypocrites, à des médiocres? Pourquoi devrait-on voter quand la démocratie tourne à la démagogie, quand la démocratie vire à la médiocratie? Alors, j'entends venir d'ici les objecteurs et cet argument, pour ne pas dire imparable, et en tout cas incontournable, l'argument selon lequel il faut défendre un droit durement acquis par nos ancêtres. Certes, mais cet argument est trop vague. Quel devoir y a-t-il à défendre un droit qui ne correspond pas ou qui ne correspond plus à un besoin essentiel pour moi? N'est-il pas plutôt nécessaire de refuser d'être représenté par des élus qui aliènent ma liberté, comme Rousseau explique que nous devrions le faire, livre 3, chapitre 15 du Contrat social? Parce qu'un peuple libre ne se représente pas, un peuple libre n'a pas de représentant. Et je crois que de la même manière, un homme libre ne se représente pas, ne désigne personne pour le représenter. Bon, c'est à méditer. Mais il y a encore un autre argument que je voudrais discuter avant de nous quitter, celui selon lequel il faudrait voter parce que voter, c'est faire obstacle au pire. C'est un argument qui revient souvent dans un contexte où des partis extrémistes s'approchent du pouvoir. Mais la question est la suivante. Comment savoir avec certitude que ces partis, qui ont une existence légale, sont vraiment aussi diaboliques que leurs adversaires veulent bien nous le dire? Et si c'était le cas, eh bien il y a des tribunaux. Pourquoi ne les fait-on pas interdire? Alors je ne dis pas que ces partis extrémistes vaillent mieux que les autres, attention, et je dis encore moins qu'on ferait bien de voter pour eux. Je dis seulement que l'utilisation qu'on en fait est un sophisme qui consiste à agiter des épouvantails et à culpabiliser un certain électorat abstentionniste pour récupérer des voix. Eh bien, ça, je crois que, quelle que soit la réalité du danger ou son caractère fantasmatique, c'est faire de la politique avec nos émotions les plus basses. C'est faire de la politique avec la peur. Et je crois que c'est tout le contraire de l'idée que Socrate se faisait de la vraie politique et que c'était l'une des raisons pour lui de rester sur le côté. Je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle il nous invitait plutôt à nous questionner et à faire de la philosophie. Je crois que faire de la philosophie n'est pas tourner le dos à la politique, mais qu'elle était, peut-être pour nous, et en tout cas était pour Socrate, la véritable manière de faire de la politique.